Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cet atelier qui a pour thème la lecture de cartes, et l'application IGN Rando. Alors vous êtes nombreux là à être connectés, puis nombreux à arriver encore, donc on va démarrer tout doucement pour laisser un peu le temps aux autres participants de nous rejoindre. Donc cet atelier, comme je le disais, va se focaliser sur la lecture de cartes. Depuis le mois de février, nous avons décidé de proposer des ateliers aux utilisateurs de l'application IGN Rando. Nous avons proposé notamment des ateliers d'initiation à l'application où nous passons un peu en revue toutes les fonctionnalités ou la grande partie des fonctionnalités, des possibilités offertes par l'application IGN Rando. Le dernier en date a eu lieu le 2 juillet, donc il y a 2 jours. On a également décidé de proposer des ateliers plus thématiques, plus ciblés. En juin, le 13 juin dernier, nous avions par exemple proposé un atelier autour de la sécurité pendant vos sorties de pleine nature, en partenariat avec la gendarmerie, avec le peloton de gendarmerie de haute montagne de la Réunion. Donc là, très focalisé sur la sécurité, les bons réflexes et comment l'application IGN Rando peut vous aider pour renforcer votre sécurité. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à la lecture de cartes de manière très spécifique. Alors, moi, je suis Alexandre Pounzas. Je travaille dans l'équipe de l'application IGN Rando et je suis aujourd'hui avec nous Sébastien, Angelo et Xavier Penet qui va faire cette présentation aujourd'hui. Pour ma part, avec Sébastien et Angelo, on va répondre à vos questions. Donc, dans un premier temps, il y aura la présentation de Xavier. Ensuite, il y aura quelques questions, quelques points qui seront abordés à l'oral en fonction de vos réactions, en fonction de vos questions par Angelo et Xavier. Mais tout au long de l'atelier, vous avez la possibilité de poser des questions. Et donc, comme je disais, Sébastien, Angelo et moi-même y répondrons. Pour poser vos questions, c'est très simple. Il suffit de cliquer tout en bas à droite. Vous avez un petit bouton avec un triangle, un carré, un cercle qui s'appelle Activité. Vous cliquez dessus et puis il y a un module qui s'appelle Des questions. Vous posez votre question ici et nous, on se charge d'y répondre dans le chat. Dernière question pratique avant de passer la parole à Xavier. Comme il a été indiqué, cet atelier est enregistré, donc c'est pas vous, mais nous, Xavier et moi et Angelo, nous sommes enregistrés et vous allez recevoir d'ici quelques jours le replay de cet atelier pour pouvoir le voir tranquillement, le revoir si vous en avez besoin ou revenir sur certains points en particulier. Voilà pour moi. Je rejoins le chat pour répondre à vos questions et je laisse la place et la parole à Xavier. Bon atelier à tous. Merci Alexandre. Eh bien, écoutez, voilà, je me présente, je m'appelle Xavier, je travaille à l'Institut géographique national depuis maintenant une vingtaine d'années, dont 10 ans passés à créer, à dessiner les cartes de randonnée que vous pouvez avoir sous les yeux, soit au format papier, soit au format numérique. Et donc, l'atelier d'aujourd'hui va consister à vous donner quelques trucs pour bien lire les cartes. Donc, on va commencer par une petite introduction. Un peu de base, qu'est-ce qu'une carte? Ensuite, on va passer au contenu de la carte proprement parlé. On va comparer ensuite les fonds de plan qui sont disponibles sur l'application mobile IGN Rando et une petite conclusion. Au fur et à mesure, tout au long de la présentation, vous aurez des petits quiz qui vous seront proposés. Vous aurez en bas à droite une fenêtre qui va s'ouvrir
dans laquelle vous aurez la question, vous cliquez dessus et vous pourrez répondre à la question. À chaque fois, on donne entre 20 et 30 secondes pour y répondre. Ça donne un petit peu d'interactivité à cette présentation et ça vous permet aussi de participer. Ne pouvant pas participer à l'oral, on vous donne quand même la possibilité de participer de cette manière-là. Et donc, je vous ai dit, le but, là, c'est pas forcément de commencer avec la légende, de la prendre comme ça et de la regarder ensemble et vous détailler chaque objet. Non, le but, là, ça va être de vous donner une sorte de boîte à outils, toutes les astuces pour que lorsque vous ouvrez une carte, vous ayez tous les outils en main pour vous faire une idée de l'environnement dans lequel vous allez vous trouver, sur le chemin que vous allez sur lequel vous allez marcher, la ville que vous allez découvrir, tous ces aspects de la cartographie avec l'application mobile IGN Rando. Dans un premier temps, on va s'atteler à répondre à la question « Qu'est-ce qu'une carte ?» On a ici un exemple et, comme je vous ai dit, premier quiz, il manque 3 choses à cette carte pour que ce soit une carte en proprement parler par l'IGN. Et donc, vous allez avoir le petit quiz qui va s'afficher. Et je vous laisse une trentaine de secondes pour y répondre avant de vous donner la réponse. Donc, qu'est-ce qui manque à cette carte pour que ce soit vraiment une carte? Qu'est-ce qui manque à ce dessin pour que ce soit vraiment une carte? Vous avez quelques propositions. On vous donne quelques secondes. Vous pouvez cliquer. Donc, pour que ce dessin soit une carte aux yeux finalement de l'IGN, il va manquer 3 choses. Dans un premier temps, il va manquer déjà une orientation. Savoir où est le nord sur une carte, c'est primordial. Deuxième chose, il va manquer une légende pour identifier les symboles et savoir à quoi ils correspondent dans la réalité. Troisième chose, il va nous manquer une échelle. Donc ça fait partie des propositions, heureusement. L'échelle est indispensable à ce dessin, juste ne serait-ce que pour nous dire la distance qu'a parcouru Frodon entre la Comté et le Mordor pour aller détruire l'anneau magique. Sur une carte, sur l'application mobile IGN Rando, ces 3 éléments sont tout de suite apparents sur l'écran d'accueil. Vous avez ici l'échelle sous forme d'échelle graphique, on va y revenir tout à l'heure. Vous avez l'orientation ici, sous forme de boussole. Et le dernier point ici, derrière le i, qui est un petit peu masqué par le cercle du dessous, qui correspond à la légende. Et on va prendre chacun de ces 3 critères qui font d'une carte une carte et on va les détailler, à commencer par l'échelle. L'échelle, on va déjà prendre l'exemple d'une carte papier, c'est un petit peu plus parlant et on viendra à l'application mobile juste après. Sur une carte, et dans n'importe quelle circonstance, une échelle, c'est un rapport de réduction qui est appliqué entre la réalité et la carte. Donc, il existe plusieurs types d'échelles. 2 plus particulièrement, l'échelle graphique, qui est donc un trait d'une certaine longueur associé à une distance qui est représentée sur la carte, et une échelle numérique sous forme de fraction 1 divisé par un nombre. Donc l'échelle, plus précisément, donc là on a une carte de la France, et on admet tous que la distance entre Brest et Strasbourg est de 1000 km. On a la distance entre Lille et Perpignan qui est également d'à peu près 1000 km. Et pour faire rentrer cette carte sur une feuille de papier, il faut réduire ces 1000 km par 1 million. Donc, on va bien réduire ces distances pour faire rentrer cette carte dans une feuille d'1 mètre par 1 mètre. Et cette réduction d'1 million va nous donner une échelle au 1 millionième. Et donc, 1 centimètre représenté sur la carte va
va représenter 10 km dans la réalité. Pour rester dans le sujet des cartes papier, on a ici trois exemples. Les deux séries vertes et cartes vertes ici sont des séries des cartes nationales, où donc au 1 millionième ou 1 centimètre égale 10 km. Et la série rose ici, c'est la carte régionale, où 1 centimètre égale 2,5 km, donc au 1 250 millième. Ces échelles, avec un gros fort taux de rétrécissement, on appelle ça des petites échelles. Et c'est là qu'il y a un petit peu de confusion de temps en temps, où certaines personnes sont tentées de dire que les grandes échelles sont celles qui représentent une grande partie du territoire, mais non, c'est le rapport qui est important, et donc le résultat de la fraction 1 divisé par 1 million donne un petit chiffre, et donc c'est une petite échelle. On a l'exemple ici d'une carte au 1 100 millième, représentée ici sur le géoportail, vous la reconnaissez peut-être. 1 100 millième sur la carte va représenter 1 km dans la réalité. On parlera alors de moyenne échelle. Alors, j'ai mis une petite astérix ici pour penser à vous dire que depuis le printemps, cette série a évolué et continuera d'évoluer tout le long de 2024 et 2025, parce qu'elle ne sera plus découpée un peu façon top 25, mais elle sera découpée en fonction des départements. Donc, ce seront des top 100 départementales. Vous connaissez certainement les cartes avec une grande échelle. Ce sont bien évidemment les cartes de randonnée top 25 et série bleue, donc représentées ici par une capture du géoportail, où 1 cm va représenter 250 mètres ici. Sur l'application mobile IGN Rando, l'échelle va s'adapter au niveau de zoom que vous choisissez. Nous sommes ici sur une carte au millionième, donc où à peu près 1,5 cm égale 10 km. Et lorsque je vais zoomer, vous voyez l'échelle en bas à gauche qui va s'adapter à ce niveau de zoom. Et donc, plus je vais zoomer, et plus la représentation de ce trait va donner une petite distance. C'est pour ça qu'on n'utilise pas d'échelle numérique, donc une fraction dans une application mobile, parce qu'on zoome et on dézoome très facilement, et donc l'échelle ne serait plus adaptée, et on utilise une échelle graphique. Et donc, vous l'avez compris, sur l'application mobile, on ne va pas forcément parler d'échelle, mais on va plutôt parler de niveau de zoom. Deuxième aspect obligatoire pour qu'une carte soit une carte, c'est l'orientation. Sur une carte papier, l'orientation est donnée par, ici, dans ce qu'on appelle le cartouche, c'est juste en dessous de la légende et à côté de l'échelle, par ces deux flèches qui vont représenter le nord magnétique et le nord géographique. La différence entre le nord magnétique et le nord géographique va s'appeler la déclinaison. Sur une carte, lorsque vous l'ouvrez, forcément, on n'est pas toujours les yeux rivés sur les petits caractères qui sont un peu cachés derrière la couverture et en dessous de la légende. Pour vous donner une idée, le nord est toujours indiqué par le haut des écritures droites de la carte. Donc ici, on prend l'exemple de l'Orient, qui est une écriture droite de la carte. Si on trace un trait vertical par rapport à ces lettres-là, on obtient donc le nord. Sur l'application mobile IGN Rando, on a plusieurs choses qui vont nous aider. On a dans un premier temps ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici la boussole en haut à gauche, l'orientation des toponymes qui va également, comme sur une carte papier, vous donner l'orientation de la carte, et vous avez en bas à droite le bouton. Alors, si vous connaissez l'application mobile, ça va être un petit peu une redite, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le bouton qui vous permet de vous géolocaliser. Donc, par une pression sur ce bouton, vous avez dans un premier temps l'écran qui va se centrer sur votre position, ici. Donc, il y a une petite pastille bleue qui montre que vous êtes centré sur votre position. Et lorsque vous recliquez sur ce bouton, vous avez la carte qui va s'orienter en fonction, qui va se mettre en mode boussole.
et votre téléphone qui va afficher la direction dans laquelle il est. Vous avez donc ici, en bas à droite, la petite boussole qui vous montre que cette fonctionnalité est activée. En haut à gauche, la boussole qui vous montre que effectivement le nord n'est plus en haut de votre écran. Et on constate aussi que les toponymes sont orientés dans cette direction-là. Ici, votre point de géolocalisation est accompagné d'un cône bleu qui va aussi vous indiquer la direction dans laquelle se trouve votre téléphone. En général, on porte son téléphone face à soi et donc ça va aussi vous aider à vous déplacer, à orienter votre téléphone face au chemin sur lequel vous êtes en train de marcher ou rouler. Donc, l'aspect orientation sur l'application mobile, c'est vraiment quelque chose qui est facilité par toutes les fonctionnalités qui sont mises à votre disposition. Troisième aspect de la carte, la légende. La légende, c'est ce qui fait évidemment le rapprochement entre la réalité et sa représentation sur la carte. Sur l'application mobile IGN Rando, la légende se situe derrière ce bouton I, ici. Donc là, la capture écran a été faite sur la couche, le fond carte IGN multi-échelle. Et donc, lorsque vous cliquez sur ce I, vous allez avoir la légende de carte IGN multi-échelle. Si vous changez de fond, ici, c'est du plan IGN, voilà. J'ai mis un petit trou. Le plan IGN, lorsque vous cliquez sur le I, vous allez avoir la légende du plan IGN qui va s'afficher. On a passé un petit peu en revue les choses, le général de la carte. Maintenant, on va s'attaquer au contenu à proprement parler de la carte Top 25. Lorsqu'on regarde la carte comme ça, c'est vrai, et on a souvent le cas lorsqu'on se déplace sur les salons, il y a des personnes qui viennent nous voir en nous disant j'ai une carte, c'est autour de chez moi, mais par contre je ne sais pas la lire, j'y comprends pas grand-chose, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est vrai qu'en 10 minutes sur un salon, c'est pas évident. Là, le format d'une heure d'atelier en webinaire, c'est idéal pour vous expliquer tout ce qui va suivre pour l'instant, juste après, pardon. Et dans un premier temps, on va imaginer la carte comme un millefeuille, avec tout en dessous ce qu'on appelle l'occupation du sol. Donc l'occupation du sol, ce sont les grandes étendues, les grandes surfaces, la végétation, l'hydrographie surface, donc les lacs, les mers, etc. On va rajouter par-dessus le relief avec les courbes de niveau, les stampages, les rochers, tout ce qui va vous aider à la lecture du relief. Une couche au-dessus, on va avoir les voies de communication, donc chemin, route, je ne vais pas vous toutes les dire, les limites administratives. Et donc, dans les prochaines feuilles, je vais vous expliquer comment faire la distinction entre ces limites administratives et les voies de communication. Et on finira par la toponymie, donc les écritures et les informations touristiques. Et donc, ces couches, les unes au-dessus des autres, vont composer la carte que vous avez sous les yeux. On va détailler chacune de ces couches, à commencer par l'occupation du sol. Ici, on est dans une zone certainement assez, avec beaucoup de champs, et donc le blanc sur une carte va représenter les champs, les jardins, tout ce qui est cultivé, mais aussi les zones de glaciers et de neige éternelle. On va avoir aussi de la végétation dans l'occupation du sol. La végétation, forcément, sera toujours représentée en vert. Et pour différencier, parce qu'on fait la différence sur les cartes Top 25 et série bleue entre des types de végétation, on va avoir un truc où va falloir se rapprocher un petit peu de la carte pour pouvoir faire une distinction entre les types de végétation, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails dans ce thème-là. Et donc, en zoomant un petit peu, on va voir à l'intérieur
ce n'est pas que du vert, il y a aussi des motifs qui vont vous donner une indication. Ici, les petits ronds évidés vont vous donner une indication sur le fait que c'est une forêt de feuillus. Ici, je vais zoomer et nous avons un mélange de une forêt mixte conifère et feuillue que l'on va pouvoir repérer grâce au symbole de sapin, et les petits ronds en haut vont nous montrer que, ou à droite, vont nous montrer qu'il y a un mélange d'essence d'arbres, donc quelque chose, une forêt avec les deux représentés sur le terrain. Et donc, je vous en ai parlé, un petit peu d'interaction. Ici, on a une représentation, et donc l'idée, c'est de nous dire, dans ce quiz, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous pensez que représente cette végétation. Donc là encore, on va vous laisser une petite trentaine de secondes pour répondre à la question, ce qui va me permettre de boire une petite gorgée d'eau. Alors, il y a quelques indications. Ces petits traits verticaux peuvent représenter des pieds, des pieds pas très hauts et assez rapprochés. Et en plus, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait quelqu'un de Dijon. Marsanne-et-la-Côte est réputé pour son vin, et donc vous aurez certainement découvert que ici nous avons la représentation de vignes. Un troisième et quatrième exemple sur cette même photo, on a deux représentations du verger dans cette partie ici, et de la forêt ouverte, ce qui est écrit sur la légende. C'est presque plutôt de la broussaille qui est représentée ici par des petits points plus rapprochés. Donc vous l'aurez compris, sur cette végétation, certes, oui, de loin on voit du vert, mais lorsqu'on se rapproche, on peut faire la distinction du type d'essence et de type de végétation que l'on va rencontrer. On va monter d'une strate dans notre millefeuille pour s'attaquer à la représentation du relief. Alors, c'est quelque chose de très important sur les cartes IGN, et donc cette représentation peut être de trois manières différentes. Grâce, dans un premier temps, aux courbes de niveau. Dans un second temps, on va utiliser aussi les points cotés. Ici, on a trois exemples de points cotés. Chaque manière de représenter le relief va être approfondie juste après. Et la troisième sera l'estompage. On en rajoutera une quatrième un petit peu plus tard, et je ne vous en dis pas plus. Les courbes de niveau. Une courbe de niveau, qu'est-ce que c'est? Une courbe de niveau, c'est une ligne imaginaire, quoique avec l'exemple qui vient après, vous allez voir que ce n'est pas forcément imaginaire, qui relie entre eux tous les points d'une même altitude. Et donc là, une photo, alors ce sont des rizières, ce n'est pas forcément la Camargue, parce que c'est un petit peu plus vallonné, mais donc on voit ici une représentation vraiment physique de ce que pourrait être une courbe de niveau dans la réalité. Les courbes de niveau vont être de deux couleurs. Elles vont être marron à peu près partout sur le territoire, et elles vont être bleues dans des zones de glaciers et de neige éternelle. Et on va différencier trois types de courbes de niveau, trois manières de représenter la courbe de niveau en mettant de côté la couleur. On va avoir ici
les courbes intercalaires. C'est le plus petit niveau de courbe petit niveau. Les courbes de niveau les moins importantes, elles sont présentes pour donner une idée du relief dans des zones vraiment très plates. Donc, c'était par exemple sur les bords de mer, dans des régions de plaine. Ici, les courbes intercalaires. Et donc, elles représentent une demi-courbe de niveau en termes de hauteur. On va avoir les courbes de niveau, entre guillemets, normales, donc représentées par un trait plein mais fin, marron toujours, ou bleu. Et on va avoir les courbes maîtresses qui sont plus épaisses que les courbes normales et toujours accompagnées d'une cote de courbe qui va indiquer l'altitude de ces lignes. Et donc, avec ces codes de courbe, vous allez voir, ça va vous permettre de calculer l'altitude d'un point plus haut ou plus bas. On va voir comment on fait. La cote de courbe ici, on a une cote de courbe 25 et une cote de courbe 50, donc sur ces courbes de niveau, ces courbes maîtresses. Je vais vous donner 4 astuces pour bien identifier et bien lire le relief. Astuce numéro 1. On a ici 4 exemples de relief. Et donc, les courbes de niveau vont nous aider à avoir une indication sur le degré de la pente et la forme de la montagne en fonction de l'espacement de ces courbes de niveau. Donc, on a dans le cas numéro 1 une pente régulière mais relativement forte. On va avoir dans le cas numéro 2 une courbe qui est régulière aussi, mais relativement faible, due à l'écartement des courbes qui est plus important que le cas numéro 1. On a dans le cas numéro 3 une pente douce au départ et qui va s'accentuer vers le sommet. Vous voyez, il y a une différence de distance entre ces courbes, donc qui montre vraiment une différence de degré de la pente. Et à l'inverse, sur un plateau, les courbes de niveau vont être plus resserrées au début, donc forte pente, et plus écartées en haut, donc pour montrer un aplatissement de ce relief. Astuce numéro 2, les codes de courbe vont, le haut de l'écriture de la cote de courbe de niveau va montrer le sens de la pente. Le haut de la pente, le haut de l'écriture va montrer le haut de la pente. Et donc, on a plusieurs exemples ici, avec le 650 qui est tourné à l'envers. Et donc, le haut de l'écriture montre bien que ça arrive au point 725. Donc, ça monte jusqu'au point 725. Le 700, il est presque à l'endroit, quoique un petit peu oblique, mais c'est normal, il suit la courbe de niveau. Aussi, il est dans l'autre sens par rapport au 650 et orienté le haut vers le haut de la pente. Troisième exemple, le 550 ici, donc qui monte vers cette cote 725. Donc ça aussi, ça va vous aider à calculer les altitudes entre le point côté, la cote de courbe. Vous allez pouvoir en déduire votre altitude à un point précis. Astuce numéro 3, l'équidistance des courbes de niveau. L'équidistance, c'est la distance verticale, donc le dénivelé, qui va séparer deux courbes de niveau. On a deux exemples ici. L'exemple de gauche est un exemple qui a été pris plutôt c'est pas de la haute montagne, c'est pas de la montagne non plus, on va dire que c'est de la plaine, on est à 56 mètres d'altitude, entre 35 et 56 mètres d'altitude. Et donc, l'équidistance entre ces courbes de niveau va être de 5 mètres. Ce qui est différent de la montagne. En montagne, on va avoir une équidistance qui va être de 10 mètres. C'est vraiment très important pour ne pas se tromper dans les calculs. Ça aussi, c'est écrit dans la légende. Il y a marqué que l'équidistance, suivant la carte, suivant le lieu dans lequel le lieu qui est cartographié, vous allez avoir cette information, 5 mètres ou 10 mètres. On met une équidistance supérieure à la montagne pour éviter
je vais pas dire un engorgement, mais pour éviter qu'il y ait trop de courbes de niveau et que ça devienne illisible. L'astuce numéro 4, vous voyez peut-être ici, dans cet exemple, au milieu de la cote de la courbe maîtresse 25, des courbes de niveau qui sont fermées avec une flèche à l'intérieur. Et donc, la flèche va pointer vers une cuvette ou une dépression. Ça montre un trou. Donc, c'est une information supplémentaire pour vous dire que là, ça continue de descendre. On va continuer notre deuxième manière de représenter le relief, ce sont les points cotés. Un point coté, c'est un élément précis et remarquable sur la carte et dans la réalité, et dont l'altitude est connue, et donc on va l'afficher sur la carte. On a ici l'exemple de cette antenne, dont l'altitude, avec le chiffre qui est à côté, est de 567 mètres. On précise bien que les altitudes sont prises à la base de l'objet. Et donc, ça peut être, on a dit, des éléments remarquables visuels en hauteur, mais ça peut être aussi des éléments remarquables de construction civile, comme ici un pont qui est affiché à 434 mètres. Donc, il y a un pont, ça peut être des croisements, ça peut être également des éléments du relief. Ici, on a le mont Leuze qui est à 581 mètres. Donc, toute la carte va être recouverte de points cotés qui va vous donner des informations d'altitude à des endroits précis. Entre les points cotés, les codes de courbe de niveau, les courbes de niveau, l'équidistance, tout ça va vous aider à calculer vos altitudes. Troisième manière de représenter le relief, l'estompage. L'estompage, c'est la reproduction d'un éclairage oblique qui viendrait du nord-ouest. Je dis bien qui viendrait parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas, qui va pas servir au calcul du relief, mais c'est quelque chose de purement esthétique et qui va faciliter la lecture du relief. On a ici l'exemple, alors c'est à La Réunion, l'exemple d'un flanc du volcan. Donc on voit bien l'éclairage qui vient du nord-ouest et qui va assombrir les flancs sud-est du relief. Et donc ça donne vraiment une bonne, ça fait ressortir le relief, ça avec les courbes de niveau, ça donne une indication supplémentaire. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a un petit aspect du relief qu'il est important de souligner, ce sont les talus. Les talus ne peuvent pas être représentés par des courbes de niveau parce que en général, ce sont des petites pentes de faible dénivelé. Et donc, on va les représenter sur la carte avec un trait accompagné de barbules marron. Et donc, ils sont utilisés pour représenter soit des levées de terre, des fossés, des courtes pentes mais assez fortes ou des remblais. On a l'exemple à droite de cette ligne à grande vitesse où vous voyez ces barbules, donc en marron. Donc, vous voyez ici le trait plein et les barbules qui vont montrer le bas de la pente. Donc, on arrive à deviner que cette ligne à grande vitesse, à cet endroit-là, elle est encaissée parce qu'on a d'autres talus qui sont représentés ici avec la même chose, les barbules qui sont dans l'autre sens. Lorsque un trait est avec des barbules de chaque côté, on a donc une levée de terre, donc quelque chose qui va être surélevé. Donc voilà, là, avec
donc avec cette, comment dire, cet approfondissement de la représentation du relief, vous allez avoir toutes les cartes pour retrouver les altitudes de vos points. On va monter d'une strate encore dans notre millefeuille d'informations de la carte et on va s'attaquer aux limites administratives. Les limites administratives sont toujours représentées avec des petits points, des pointillés ici. Et ce qui va nous permettre de les différencier par rapport aux voies de communication. Les voies de communication n'ont jamais de pointillés sur les cartes IGN. Donc si vous voyez un trait avec des pointillés, enfin un alignement de pointillés ou avec des traits, on va voir par la suite les différentes manières de représenter les limites administratives, vous pouvez être sûr que c'est une limite et non une voie de communication. Donc là, ici, on va commencer dans cette catégorie d'éléments à voir une notion de hiérarchie dans l'information. On a ici une limite de commune qui est représentée uniquement par des pointillés. Là, on a un grand trait avec deux pointillés. Et donc, on monte dans la hiérarchisation, dans la hiérarchie de l'information, et donc on va avoir ici une limite d'arrondissement. Ici, au-dessus de la limite d'arrondissement, avec un trait, un pointillé, on va avoir la limite de département. Et avec un trait, un pointillé, plus une grosse surcharge marron, on a ici la limite du pays. On va retrouver d'autres limites administratives. Ici, des limites de zones d'accès réglementées, comme des camps militaires, des centrales électriques ou autres zones dans lesquelles l'accès est limité. On va retrouver également ici une limite de parc naturel. Et le thème des limites administratives, c'est quelque chose qui va pouvoir être combiné. Les limites vont pouvoir s'additionner. On a ici l'exemple d'une limite de pays en marron au-dessus, en dessous une limite de parc naturel en verte, et au milieu la limite départementale. Forcément, la limite du pays faisant arrêter le département, on a les deux combinés. Et donc, sur un même endroit, il peut y avoir plusieurs limites qui sont représentées comme ça, normalement, de part et d'autre d'une limite administrative. Les voies de communication, donc là, plus de quiproquo avec les limites administratives, et on va retrouver notre notion de hiérarchisation dont je vais vous parler dans cette catégorie-là. Les voies de communication, on va les différencier on va les classer dans deux types, avec les voies non carrossables, c'est qui ne sont pas empruntables par les véhicules motorisés, et les voies carrossables. Il y a une petite astuce sur les cartes pour repérer ces deux types de voies de communication. Alors, on a ici l'exemple d'un sentier. Lorsqu'on marche sur un sentier, de temps en temps, on regarde derrière soi, mais là, plus précisément, imaginons qu'on vient de parcourir ce sentier, on va s'arrêter, on regarde derrière soi, et on voit que la trace qu'on a laissée ici sur ce sentier n'est qu'un seul trait. La marque laissée par les pieds ou par des roues d'un vélo, par exemple, ne va être qu'un seul trait. Contrairement ici, malgré le fait que ce soit des cailloux, on a bien deux traits qui marquent les emplacements des roues d'un véhicule. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de différencier ces deux types de voies de communication. On va retrouver à gauche les voies piétonnes,
les routes irrégulièrement entretenues, les chemins, les sentiers, les pistes cyclables. Et à droite, tout ce qui va être autoroute, route principale, régionale ou locale, avec une hiérarchisation dans l'information, rouge pour principale, orange régionale et blanche pour les voies de communication, les routes locales ou non classées. Donc, dans les voies non carrossables, je viens de vous en parler, mais ce que ça donne sur la carte, ici, nous avons des sentiers et des chemins. Je n'ai pas mis l'exemple des pistes cyclables, vous pourrez les consulter sur l'application, sur la carte IGN. Et donc, dans la catégorie des voies carrossables, on va retrouver ici une route irrégulièrement entretenue, bien qu'elle soit en mauvais état, comme on a vu tout à l'heure, on peut y accéder en véhicule motorisé. Voilà. On va avoir ici les routes donc locales, blanches, les routes orange, les routes départementales ou régionales, et en rouge, les routes principales. Toujours cette notion de hiérarchisation de l'information, blanc le moins important, orange le plus important, rouge encore plus important. Tout ça pour vous aider à construire vos parcours, à identifier les chemins sur lesquels vous avez envie d'être le plus possible et éviter toute confrontation avec des véhicules. Donc là, j'ai mis un petit extrait de la légende, de la top 25 sur l'application mobile IGN Rando, dans laquelle on retrouve cette notion d'importance. Alors, il y a lorsque vous allez voir la carte, vous allez peut-être vous dire que à certains endroits, la route peut être carrossable parce que sa représentation le montre, mais il y a, malgré la symbolisation, certaines voies de communication qui ne seront pas accessibles aux véhicules motorisés. Et c'est le cas ici en forêt de Fontainebleau, de ces routes ici qui sont barrées par des barrières. Les barrières sont représentées par des traits noirs qui sont en travers de la route. Donc là, vous pouvez vous dire que ici, vous n'aurez pas accès avec votre véhicule, mais par contre, peut-être qu'à pied, ça pourrait, il y a plus de chances que ça passe en tout cas. Je vais vous donner d'autres exemples de voies de communication. Il n'y a pas que les routes non carrossables, les sentiers, les chemins et les routes. Sur une carte IGN, on va retrouver aussi les voies de chemin de fer, avec là, en dessous, enfin sur ce zoom, un passage à niveau, représenté, pardon, j'ai zappé, j'ai passé un petit peu vite, représenté par une croix rouge au travers de la route. On va retrouver dans les zones de montagne des télésièges, des remontées mécaniques, représentés par un trait fin noir et sur lequel sont affichés les pylônes qui supportent cette remontée mécanique. Dans les voies de communication, on va aussi avoir les liaisons maritimes qui vont être accompagnées d'informations sur la destination de cette ligne, des heures de passage et de départ des bateaux. Alors, avant de passer aux constructions et objets ponctuels, voilà. Dans cette catégorie des constructions et objets ponctuels, donc là, on remonte encore d'un étage dans notre millefeuille, on va les distinguer, les catégoriser en 3 couleurs. Le bleu, donc tout ce qui va se rapporter à l'eau. En noir, quasiment, enfin une grande partie des objets est ponctuelle. Et en rose, en magenta, tout ce qui va être touristique. On a ici 6 exemples. Ici, le point noir représente une antenne. Ici,
une église qui est à côté d'un cimetière. Ici, le point noir avec l'intérieur blanc va représenter un pigeonnier. Ici, dans ce quatrième exemple, le rectangle gris avec le contour noir va représenter un château. Ici, une cheminée, un poste de gaz. Ici, un terrain de tennis et un terrain de foot. Je vous ai montré ces exemples parce que, chose très importante, l'antenne, s'il n'y avait pas la désignation, on ne pourrait absolument pas identifier que c'est une antenne. Le cimetière, il faut avoir de bons yeux parce que les petites croix sont un petit peu sont pas très lisibles en général, ou alors faut que la surface du cimetière soit un peu plus grande. Le pigeonnier, c'est pareil, un rond noir, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est. Le château, la cheminée, le poste de gaz, tout ça, alors hormis le terrain de tennis et le terrain de foot qui sont bien plus parlants, lorsque vous avez un doute sur un ponctuel, un objet, une construction, en général, ces ponctuels sont très souvent, le plus souvent, sauf dans les deux cas en bas à droite du terrain de foot et du terrain de tennis, accompagnés de ce qu'on appelle une désignation, un petit mot qui va expliquer ce que le ponctuel représente. Et donc, avec cette désignation, on a tout de suite l'image de ce que vous avez sur le terrain. Et donc, on va voir aussi des ponctuels bleus. Et là, ça va être le même cas. Le ponctuel en lui-même ne va pas suffire à ce qu'il soit lisible, et donc il va être aussi accompagné d'une désignation. On a dans le premier cas ici une source captée, et les sources sont représentées de la même manière, mais d'ajouter la désignation va nous permettre d'avoir une information supplémentaire. Ici, on a un trait bleu, enfin, on a trois d'ailleurs, je ne les ai pas entourés, mais il y a trois autres cascades juste au-dessus. On a trois exemples de cascades avec ici la désignation cascade de l'Aigle qui nous permet d'identifier plus précisément ce ponctuel. Ici, un carré bleu, ça va être une piscine. Là, je vous ai dit tout à l'heure que la source, ça va être la même symbolisation, et ça va être la même symbolisation que la fontaine, mais avec encore une fois cette désignation, on peut faire la distinction entre ces deux objets. Et ici, l'exemple d'un ponctuel bleu, d'un château d'eau au milieu d'un rond-point. Les ponctuels, tout seuls, ainsi que leur désignation, avec ou sans, vont permettre de s'adapter aux particularités régionales ou environnementales. Alors, il y a des exemples. Peut-être que comme ça, ce n'est pas très parlant, mais on a ici l'exemple de Blockhaus, représenté sur la carte. C'est vrai que sans désignation, ce serait difficile. Là, on a le mot qui nous permet d'identifier que ce sont des Blockhaus. Ici, en Bretagne, on va repérer des menhirs ou des dolmens. On va voir en bleu des ponctuels. Oui, pardon, non, c'était pas en bleu que je voulais vous montrer, j'ai oublié de l'entourer. C'est pour désigner le bâtiment de la capitainerie. Encore une fois, une désignation très importante. Et à la montagne, un petit carré qui peut être perdu n'importe où, mais le toponyme cabane va nous permettre de le retrouver plus facilement sur la carte. Ici, dans le nord, on est plutôt on a un rond noir qui va symboliser une tour, mais avec la désignation beffroi. Un dernier petit ponctuel, pour finir, et là, un petit peu d'interactivité. Vous avez un quiz, et vous allez pouvoir dire et donner votre avis sur qu'est-ce que pourrait bien représenter ici ce carré rouge sur la carte. Alors, hop, on vous laisse, comme les autres fois, une petite trentaine de secondes, une petite gorgée pour moi. Vous pouvez répondre au questionnaire.
Et je vous reprends dans quelques instants. Alors, c'est vrai que ce ponctuel, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en avait des noirs, il y en avait des roses, magenta, il y en avait des bleus. Il n'y a qu'un seul ponctuel qui va être rouge et ce ponctuel va représenter les mairies des communes. Donc, dès que vous voyez un carré rouge, vous pouvez identifier tout de suite la mairie qui est ici collée à l'église et au cimetière. Là, on atteint presque le haut de notre millefeuille, là, les dernières couches, parce que juste au-dessus de ça, il ne restera plus que les informations touristiques. Mais d'abord, il y a une grosse, grosse partie sur la toponymie. Vous l'aurez pas manqué. Sur une carte, ça prend énormément de place, les toponymes. Et donc, dans la toponymie, on va distinguer 5 couleurs qui sont utilisées pour représenter les toponymes. Donc, le bleu pour l'hydrographie, le magenta est rose, ou rose, on appelle ça magenta, mais vous pouvez dire que c'est rose. Ça va être pour tout ce qui est information touristique. On va avoir le marron utilisé pour les cotes et les courbes de niveau. Le vert, alors cas particulier du vert, des toponymes verts, il n'y a qu'une seule type de représentation des toponymes, ce sont ici, vous vous êtes peut-être déjà posé la question, qu'est-ce que c'est que ces toponymes verts? Ce sont les numéros de parcelles des forêts. Donc, ce qui peut permettre de bien se repérer lorsque vous êtes dans une grande forêt qui a été découpée en parcelles numérotées. Alors, en général, les parcelles sont aussi affichées sur les arbres. Donc, vous avez sur les cartes IGN ces numéros de parcelles qui sont écrites par des gros chiffres verts. Et le noir, évidemment, pour tout le reste. Et on va distinguer deux formes de typographie, de manière d'écrire le toponyme. Les toponymes qui sont droits et les toponymes qui sont écrits en italique. Il y a une raison à cela. Quelque chose qui les différencie. Les toponymes droits sont quasiment, je ne suis pas sûr qu'il y ait de contradiction. Ce sont des lieux-dits qui sont habités. On a ici l'exemple de Saint-Martin-Boulogne qui représente une commune, donc une commune c'est habité. Ici, les trois toponymes ici, la Varroquerie, Villebois et le Four à Chaud, vont aussi montrer que ce sont soit des quartiers, soit des hameaux, mais donc tout ce qui va être toponyme droit, c'est très important, ça montre des lieux avec des habitations. Les toponymes italiques, donc pour faire le pendant, ça va être tout ce qui est des lieux-dits non habités, donc ici l'exemple de Bordenave et de Loroham, ça va être de l'orographie, donc les noms de relief, de l'hydrographie, les noms de ruisseaux, donc tout ce qui est lié à l'hydrographie, c'est écrit. Hop. Et on va aussi distinguer de ces thèmes de la toponymie, comme on en a discuté aussi tout à l'heure pour ce qui était des limites administratives et des voies de communication, il y a une forte notion de hiérarchisation de la toponymie. Vous voyez cet exemple-là de la Garonne écrit en lettres capitales et en gros à l'embouchure de la Gironde, et plus loin, plus en amont, pas vers la source, mais plus dans les Pyrénées, la Garonne écrite en petit, et donc
avec ce thème de l'hydrographie, de toponyme qui va être associé à de l'hydrographie, ce toponyme va s'adapter à la largeur du cours d'eau. Et donc, plus on va remonter le cours d'eau, et plus les toponymes vont être petits et montrer qu'il y a un débit faible. Ça marche aussi sur les zones de surface. Donc, le lac d'Esparron à gauche a une plus petite surface que le lac de Sainte-Croix à droite. Donc, écriture plus grosse pour le lac d'Esparron que pour le lac de Sainte-Croix. Ce n'est pas forcément une histoire de place, mais c'est une question de superficie de la surface d'eau. Je vous ai mis d'autres exemples ici qui montrent cette notion de hiérarchie. Et donc, la taille du toponyme va être, pour les communes, va varier en fonction du nombre d'habitants de la commune. Ici, également, pour l'exemple des parcs naturels, donc un gros, écrit en gros parc naturel, celui par exemple à gauche du parc naturel régional du golfe du Morbihan, est supérieur à 20 km². On continue dans les toponymes et les informations administratives, oui, parce que la carte IGN donne des informations administratives. Vous voyez ici 3 exemples. L'exemple de Saint-Tropez, de Meaux et de Vannes. Hormis le toponyme du nom de la commune, vous allez avoir un chiffre ici qui va donner le nombre d'habitants en milliers qu'il y a dans cette commune. Donc Saint-Tropez ici a priori à peu près 4400 habitants, Meaux 53 800 et Vannes 53 400. Il y a une autre notion qui est importante à connaître, qui est associée au toponyme de la commune. Ce sont ici les informations, notre information administrative qui va montrer que ici c'est un chef-lieu de commune. Pour l'exemple de Meaux, une sous-préfecture, SP pour sous-préfecture, et vous l'aurez deviné, ici, pour Vannes, ça montre que c'est une préfecture. Donc, des informations administratives, même attachées à ces toponymes. Là, on arrive tout en haut de notre millefeuille avec les informations touristiques. J'ai mis un exemple à gauche exprès avec vraiment beaucoup de roses pour montrer qu'il y a ça peut être compliqué de différencier toutes ces informations du premier coup d'œil, mais avec les trucs et astuces que je vais vous donner, vous y retrouverez. Et donc, on va différencier 3 types d'objets. Les objets ponctuels, les objets linéaires et les toponymes. On va prendre chacun de ces exemples tout à l'heure. Et donc, dans les informations touristiques, on a 2 couleurs utilisées. Là, je vous ai donné que l'exemple du magenta. Donc, on retrouve ici, donc, pour les informations touristiques générales. Donc, là, l'exemple, je n'ai pas zoomé dessus, mais c'est un point de vue. L'exemple d'une aire de pique-nique ou d'un gîte d'étape. Et on va avoir aussi des informations touristiques bleues qui vont être liées à l'hydrographie ou à la montagne. J'insiste bien, là l'exemple ne montre qu'un bord de mer, mais on va aussi s'adapter à la montagne avec par exemple des spots de ski de fond, etc. Donc ici, un exemple de sport nautique, ici une baignade, une plage et un port de plaisance. Dans les ponctuels, celui que vous allez retrouver le plus, ça va être une étoile rose qui va permettre de mettre en valeur un objet qui est déjà représenté par un ponctuel. Donc ici, les 2 étoiles ont été posées sur le ponctuel noir en haut, donc sur la tour noire, et sur l'église pour leur donner une importance touristique.
donc ici le Beffroi et l'église, sont des édifices remarquables dus à cet ajout de l'étoile rose. On a d'autres ponctuels, donc je vous ai dit, qui s'adaptent en bleu à la montagne avec ici un site de ski de fond, ici une table d'orientation, un site de départ de parapente et lié plutôt à l'hydrographie, un départ de canoë-kayak. Alors, je ne les ai pas tous mis volontairement, parce que, encore une fois, le but, c'est pas forcément de reprendre toute la légende, mais de vous donner des moyens d'identifier tel ou tel ponctuel et de vous aider dans la lecture de la carte. Dans les toponymes touristiques, on va avoir deux types de mise en valeur de l'information. Ici, soit en écrivant en noir et en encadrant ou en soulignant en rose, ou en écrivant directement en rose, en magenta, sur la carte. Donc là, ici, on a l'exemple de 4 désignations touristiques: le musée, le camping Le Soleil, le musée maritime et l'aquarium, qui sont tous les 4 des désignations touristiques. On a d'autres exemples, d'autres informations touristiques liées à un lieu. Alors, tout à l'heure, on a vu que le toponyme pouvait porter des informations administratives. Donc là, l'exemple du Mont d'Or, je vous le répète, ici nous dit que c'est une commune de 1300 habitants et que c'est un chef-lieu de commune. Mais on va avoir au-dessus, dans ce qu'on appelle ici des blasons. Et ces blasons vont nous indiquer que cette commune est une station thermale, qu'on peut y faire des sports d'hiver, donc c'est une station de ski de fond ou de ski alpin, et que la commune possède un office de tourisme pour information touristique. Et donc les communes vont porter cette information touristique en plus de leurs informations administratives. Dans la troisième catégorie d'informations touristiques, les linéaires, vous les connaissez certainement. On a ici l'exemple du GR10, ou GR, je le rappelle comme ça, qui veut dire chemin de grande randonnée. On va afficher les GRP, donc les grandes randonnées non, ce sont les GR de pays, les grandes randonnées de pays, voilà. Plutôt, ce sont des itinéraires plutôt locaux. Et en pointillé vont être affichés les PR, les petites randonnées. On va retrouver d'autres linéaires touristiques, ça uniquement à la montagne. On a un petit quiz, encore une fois. Vous pouvez prendre vos souris et pour essayer d'identifier, nous dire à quoi ça correspond. On a des propositions. Vous avez quelques secondes pour cliquer en bas à droite de votre écran et répondre à ce petit quiz. Donc, je vous ai donné un indice à l'instant, sans vraiment le vouloir. Je vous ai dit que c'était à la montagne. Ces grands traits bleus vont vous montrer des itinéraires de ski de randonnée. Donc tout ça, voilà, ça va être, on les voit, surtout vous allez pouvoir, avec l'application mobile, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir combiner cette carte-là avec la carte des pentes et vous allez constater que ces parcours de ski de randonnée ne prennent jamais des pentes
de fortes pentes et donc elles sont toujours abritées des avalanches. On a ici, en rose, un autre exemple d'itinéraire touristique avec le train touristique, par exemple, du pays de Puisay. Encore une fois, ici, sans la désignation, on pourrait croire que c'est un itinéraire touristique piéton, mais le toponyme qui est associé à ce linéaire, à cet itinéraire, va nous permettre d'identifier que c'est un train touristique qui parcourt cette région. On a ici, encore une fois, un sentier botanique, donc identifié par son toponyme, et des parcours, un parcours sportif, ici, toujours la même chose, le toponyme qui permet d'identifier cet objet. On va avoir dans cette partie, dans les parties d'information touristique, quelques spécificités qui sont le fruit de partenariats que l'IGN noue avec des acteurs locaux du tourisme ou de la randonnée. Et donc, on a ici l'exemple des parcours des PDI-PR du 04, 06 et 84. Le PDI-PR, c'est le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Et donc, le partenariat avec ces trois départements nous permet d'afficher sur nos cartes, donc vous voyez là, ici, des cerises avec des numéros qui répertorient tous les poteaux d'orientation qui sont sur le terrain. Donc, si vous allez vous balader dans un de ces départements, que vous voyez cette information sur la carte, vous pouvez, au-dessus du mont, au nord du mont Ferrion, là, avoir le panneau numéro 273, ce qui va vous donner une information supplémentaire, enfin, ce qui va vous permettre de vous orienter plus facilement encore sur le terrain grâce à la carte, grâce à cette information. On va avoir, j'avais prévu un petit zoom. On va avoir aussi le cas particulier des itinéraires touristiques du Club Vosgien. J'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui nous faisait coucou des Vosges. Alors un petit clin d'œil à votre belle région et au gros travail que fait le Club Vosgien dans cette région et qui répertorie, qui fait un inventaire de ces itinéraires et dont la représentation n'est pas forcément celle de la Fédération française de la randonnée, mais il s'affiche ici par des triangles, par des formes de couleurs qui permettent de suivre les itinéraires. Un autre partenariat, ici dans la forêt de Fontainebleau, donc l'itinéraire n'est pas magenta, n'est pas rose, mais bleu, pour identifier les itinéraires de l'association des Amis de la forêt de Fontainebleau qui nous permettent d'afficher leur parcours sur la carte, ici avec le numéro des parcours, la 1616, que vous allez pouvoir utiliser pour parcourir ces chemins. Et je n'en ai pas fini avec les partenariats, parce que ici, vous reconnaissez certainement une coquille Saint-Jacques qui sont affichées sur les parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle pour identifier ces parcours grâce à l'association de Saint-Jacques-de-Compostelle, des parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a fini cette grosse partie sur la carte. Donc, j'espère qu'avec tout ça, vous avez déjà appris pas mal de choses. Et on va faire un petit jeu de comparaison. Je vous ai dit que dans l'application mobile, vous aviez plusieurs fonds de cartes. Vous avez certainement ouvert l'application. Vous avez constaté que on retrouvait ici la top 25. J'ai pris l'exemple de la Tournette, qui est un sommet au-dessus du lac d'Annecy. Et donc, on compare avec les fonds qui sont proposés dans l'application mobile. Et dans un premier temps, on a souvent la question, soit envoyée par mail, soit sur les salons. C'est quoi la différence avec le plan IGN?
il y a plusieurs différences. Alors, le plan IGN, vous voyez que certes, c'est une représentation du territoire qui est peut-être moins habituelle que ce que vous pourriez voir sur la top 25, mais on retrouve quand même beaucoup d'informations. On retrouve une notion de relief avec les courbes de niveau, l'estampage. On va retrouver des altitudes, des toponymes, des noms de lieux, donc les noms de relief. On va retrouver des ponctuels, on distingue certaines sources, on va distinguer aussi l'hydrographie. C'est une carte qui est créée par l'IGN, mais qui est générée automatiquement, et donc qui permet quand même de plutôt pas mal se repérer lorsqu'on n'a pas d'abonnement, parce que la carte plan IGN est fournie gratuitement sans abonnement. Autre intérêt d'utiliser le plan IGN, c'est que ce fond de plan est mis à jour beaucoup plus fréquemment que la top 25 que vous pouvez voir à gauche. Sa mise à jour pardon, est annuelle, tandis que la top 25 est mise à jour tous les 5 à 6 ans. Donc, si vous voulez avoir une certitude sur le passage d'un sentier, sur un bâtiment qui pourrait être enlevé ou pas, il est préférable de regarder ça sur ce fond plan hygiène ou sur la photographie aérienne. Alors, dans ce cas-là, la photographie aérienne n'est peut-être pas le meilleur fond à utiliser, mais elle permet quand même, à certains moments, lorsqu'on zoome, d'avoir des informations sur le type de sentier que l'on va retrouver. Vous voyez qu'il n'y a pas plus que la photographie aérienne, mais ça vous donne quand même une certaine confirmation. Dans les fonds qui sont fournis gratuitement aussi dans l'application mobile IGN Rando, il y a OpenStreetMap, Outdoor et OpenCycleMap. Ce sont des fonds, alors avec encore une fois du relief, de l'estampage, quelques informations, beaucoup de sentiers qui sont recensés sur la carte. Ce que vous voyez en bleu, ce sont des itinéraires qui sont proposés par OpenStreetMap. Et le gros avantage de ce fonds, c'est d'être utilisable n'importe où dans le monde. Donc, ce qui fait de l'application mobile IGN Rando un outil qui peut être utilisé partout dans le monde. Ici, je n'ai pas mis de comparaison avec la carte IGN multi-échelle et la top 25. Je vais vous expliquer la différence entre ces deux fonds. Lorsque vous vous mettez en top 25, si vous dézoomez, la carte va rester affichée sur la top 25, donc au 25 millième. Donc tous les toponymes, toutes les représentations vont être très petites, et plus vous dézoomez, plus ce sera petit. La carte IGN multi-échelle, elle est très pratique pour ça. Lorsque vous dézoomez, vous allez l'échelle qui est affichée, l'échelle de la carte qui est affichée va s'adapter au zoom, ce qui va vous permettre de dézoomer assez rapidement et rezoomer à un autre endroit de la carte pour aller plus vite. Je l'ai fait, je l'ai tenté. Je vous montre ça et je pense que vous êtes toutes et tous convaincus de la carte IGN, mais j'ai osé comparer l'application mobile IGN Rando avec, à droite, une carte Google sur la même zone. Je pense que il n'y a pas besoin de beaucoup plus de commentaires. Il n'y a pas grand-chose. Et donc, ce qui nous permet de dire que ces outils, bien qu'ils soient très utiles pour se déplacer lorsqu'on est motorisé, sont inutilisables et voire même dangereux dans le cadre d'une pratique outdoor à la montagne ou dans d'autres environnements. Je crois qu'il est temps de
de conclure, alors, en quelques mots, parce qu'on a vu déjà beaucoup de choses et je ne vais pas non plus en rajouter pour plus que nécessaire. Là, vous avez, je pense, presque tout ce qu'il faut pour déchiffrer la carte. Ça va vous aider à bien identifier votre environnement. Vous allez pouvoir imaginer le terrain d'un coup d'œil en ouvrant la carte. Vous allez pouvoir peut-être créer vos itinéraires avec un petit peu plus de connaissances et donc des itinéraires qui seront peut-être plus adaptés à votre pratique, à votre activité, à vos capacités physiques. Euh, un petit, une petite un petit attention, la carte, ça reste un outil qui est, enfin, on est IGN, donc on le dit, ça reste indispensable dans beaucoup de situations, mais elle n'est pas, et on le sait, elle n'est pas infaillible. Donc on fait un inventaire du terrain, du territoire national à un instant T, et il se peut qu'il y ait des évolutions du territoire, des travaux, des choses qui font que la carte n'est plus à jour ou dans le temps de son activité, enfin entre deux mises à jour. Et donc, dans ces cas-là, si vous constatez des anomalies, des imperfections, on vous invite, vous aussi, à être acteur de la cartographie française, de la carte IGN Top 25, et vous pouvez nous faire vos remontées sur legéoportail.gouv.fr ou via l'espacecollaboratif.ign.fr. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, c'est le mot de la fin et je vous remercie à toutes et tous de votre attention. Merci Xavier. On va juste prendre 2 minutes Ouais. pour répondre à une question qui a été beaucoup posée, qui concerne la remontée des problèmes sur les cartes. Mhm. Donc, je vais présenter ça sur le site du Géoportail. C'est tout. Tu le fais? Si tu veux le faire, tu peux. Sinon, moi, je suis prêt à le montrer. Et puis, tu me corrigeras si je fais des erreurs. Alors, sur le site du Géoportail, sur la droite, il y a une clé à outils qui permet de signaler une anomalie dans les données. Donc, il y a 4 étapes. Voilà. Et donc, alors, j'ai une fenêtre qui s'est mise. On va afficher d'abord le plan J+1 pour vérifier. J+1, ça veut dire que vous avez une vision de la base de données à un jour après son enregistrement. Donc là, c'est après l'enregistrement d'hier ou d'avant-hier. Vous voyez la base de données telle que l'IGN vous pourrez presque l'avoir. Donc, vous pouvez ici constater si l'anomalie a déjà été prise en compte ou pas, et pas forcément sur la carte IGN. Donc, ça permet déjà de voir si on est au courant. Si on n'a pas pris en compte cette modification, on va appuyer sur Suite et on va localiser le problème. Voilà, on met un point, on appuie sur Suite. On fait une description, on va dire sur quoi porte le problème. On va Et dire c'est qu'il y assez a un simple. camping ici, par exemple. Voilà. C'est assez simple, c'est assez intuitif. Les étapes sont à suivre. Et là, j'imagine qu'on peut éventuellement dessiner, par exemple, le périmètre de notre signalement. Voilà. Donc ça va arriver directement ça va s'afficher comme alerte sur le logiciel des personnes qui mettent à jour les bases de données de l'IGN. Il y aura un contrôle qui sera fait par l'un de nos agents. Une fois que le contrôle sera fait,
cette modification sera validée et sera prise en compte lors de la prochaine édition de la carte du coin. Parfait. Ben, merci pour ton aide. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, je reprends la main pour clôturer cet atelier. Merci beaucoup Xavier. On a reçu plein de messages très positifs et très encourageants sur cette présentation. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à Angelo, à Sébastien qui ont répondu aux questions, animé les quiz. C'était aussi, on a réussi à répondre, il me semble, à toutes les questions. Quelques petits rappels pour vous tous. Vous allez recevoir le replay de cet atelier dans les prochains jours. Nous avons aussi prévu de nombreux ateliers à la rentrée. Là, on va faire une pause pendant la fin du mois de juillet et le mois d'août, mais dès septembre, on vous retrouve à la fois pour des ateliers d'initiation. On a prévu aussi une séance de questions-réponses, quelque chose de peut-être plus interactif avec vous, parce que c'est une demande qui revient très souvent. À nouveau, un atelier sur la sécurité, un atelier aussi sur le site internet, sur le site IGNRando.fr. Donc, plein de choses. On va vous tenir au courant si vous êtes inscrit à la newsletter IGN Rando. Je disais, vous allez recevoir le replay. N'oubliez pas que vous pouvez poursuivre cet échange ou continuer à poser vos questions, ou si d'autres questions vous viennent à l'esprit, en nous écrivant à l'adresse mail ignrando@ubicarta.com. Donc là, vous allez, Angelo va mettre l'adresse dans le chat, ignrando@ubicarta.com. N'hésitez pas à nous écrire pour poser vos questions sur l'application. Et puis, écoutez, je pense que c'est tout. Merci encore Xavier, merci Sébastien, Angelo. On va laisser le chat actif pendant quelques minutes encore pour finir sur les questions. Merci à vous, excellente soirée à tous et surtout bonne randonnée, bonne sortie en cette période estivale. Merci à vous, Salut. bonne soirée.